La main à donc Christian, je crois, si ma mémoire est bonne. Je ne vais pas faire d'erreur. Bon, bah, Christian, bon courage. Hein, tu vas parler de tout ce qui nous entoure en matière d'électromagnétisme et malheureusement toutes les conséquences sur notre santé. Voilà, je vous remercie. Et puis surtout, n'oubliez pas d'écrire vos petites questions puis de nous les donner. Hein, sachez qu'elles seront, on y répondra. OK ? Bien, je vous remercie. Je remercie Dominique et toute l'équipe organisatrice de ce symposium, la ville d'Angers, tout ce lieu magnifique dans lequel nous sommes accueillis. Alors, ce qui va être dit là dans cette conférence n'est pas très marrant, certes, mais bon, je ne dis pas du tout ça pour vous faire peur. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut quatre. Je remercie les femmes qui sont ici et surtout les messieurs qui sont là d'avoir la volonté de s'instruire dans ce domaine. Voilà, pour reprendre un peu une citation de La Fontaine tournée à ma manière, « Rien ne sert d'avoir peur, il faut agir à point ». Et c'est un peu le but de cet exposé, c'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer un peu l'environnement et vous dire quand même qu'il y a des solutions. Voilà, donc aujourd'hui, qu'en est-il réellement de l'effet des ondes électromagnétiques, du principe de précaution, comment est-il suivi et qu'est-ce que nous disent des scientifiques indépendants? Je rajoute ce mot parce que les scientifiques tout court, ça ne suffit pas. Que nous disent les scientifiques indépendants sur le sujet? Donc le problème de cet environnement électromagnétique, c'est que les populations sont très longues à réagir. Pourquoi? Pour au moins 3 raisons. C'est invisible, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on est un peu comme des saint Thomas. L'information n'est pas objective, pour ne pas dire la désinformation est complètement et parfaitement organisée. Et surtout, le lien est très difficile à établir entre la causalité des problèmes physiques et les problèmes physiques une fois installés. En tant que porte-parole scientifique d'une vingtaine d'associations, je me rends régulièrement aux événements organisés par les meneurs, si vous voulez, en la matière, comme le professeur Belpomme, l'ARTAC, l'association de recherche de thérapeutique anticancéreuse et d'autres. Et donc, régulièrement sont organisés des colloques et des congrès, des formations à la médecine environnementale dans ce sujet. Chaque année, nous allons à l'UNESCO. Donc, on avait commencé au 3e appel de Paris, donc c'était en 2011 déjà. Et voyez le thème, donc, la santé des enfants et l'environnement. Il y avait des spécialistes venus d'une quarantaine de pays, venus débattre, si vous voulez, sur ce sujet complètement alarmant. Là-haut, en tout petit, on voit marqué contribution de l'OMS, donc ça commence à nous rassurer, c'est que l'OMS commence à mettre le nez dans tout ça. Et donc, la responsable de l'OMS, là, est la seule dame qui est dans cette assemblée, la dame blonde. Vous avez notre prix Nobel, le professeur Luc Montagnier. Vous avez complètement à droite le professeur Belpomme et j'en passe. Les députés européens, dont notre ancienne ministre que vous devez reconnaître, le député européen Paul Lanoye qui a mené un combat acharné et qui le mène encore pour la reconnaissance des médecines complémentaires. Là, nous étions encore à l'Académie royale de médecine de Bruxelles au mois de mai pour une formation en médecine environnementale et un congrès également. Sur tout ce qui était pollution environnementale, depuis les perturbateurs endocriniens jusqu'aux ondes électromagnétiques. Cette année, il a été mis un très fort accent sur le problème électromagnétique qui va croissant, et je vais vous en parler. Donc les sources de risque ont été parfaitement objectivées, si vous voulez, elles ont été discriminées de manière très très précise. Alors voyez, on va commencer par des chiffres rapidement, même si je n'aime pas trop les chiffres, parce que les chiffres figent les choses et rien n'est figé, tout est évolutif, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain, et il ne faut jamais s'arrêter sur des chiffres. Mais malgré tout, les facteurs de nuisance sont là, la téléphonie mobile, on considère comme étant 50% de la nuisance électromagnétique environnementale, les DECT qui sont des outils qui paraissent innocents mais qui hantent vos maisons de champs électromagnétiques, c'est ces fameux petits téléphones d'intérieur sans fil que vous avez, vous savez, c'est ces fameux DECT. Bien sûr, le Wi-Fi est une catastrophe écologique et on en parlera parce qu'on ne s'en méfie pas, on ne le voit pas et on se prend des micro-ondes le jour et la nuit et le jour, enfin c'est toute une vie. Les antennes relais, j'en passe. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est
C'est des facteurs qui se superposent. Le rôle clé des lanceurs d'alerte dont je suis et dont beaucoup sont ici, il est primordial parce que, par exemple, c'est lui qui avait dit des années à l'avance, attention, le Mediator va vers une catastrophe pharmacodynamique, enfin de pollution chimique énorme, et personne, du moins en France, l'avait écouté. Et finalement, après, il a été reconnu comme étant un super bonhomme qui avait mis tout le monde en garde, mais en vain. L'électro-hypersensibilité, je lance le mot, donc l'EHS, quand je vous parle de l'EHS, ça m'évitera de sortir toute la phrase. C'est une pathologie véritable, et en tout cas, je puis vous dire une ville bouleversée. En 2010, j'ai écrit directement à Nicolas Sarkozy et au ministère de la Santé et autres. Il m'avait répondu par des courriers. Alors, il y avait à l'époque Kosciusko-Morizet, Chantal Joanneau et Bachelot qui me répondent « Cher monsieur, n'ayez crainte, on s'occupe de tout, on gère ». Alors, j'ai été quand même voir comment ils géraient. Donc, c'est au sein de l'hôpital Cochin. Ils ont un service spécialisé dans le traitement, entre guillemets, ou la prise en charge. Parce que le traitement, ça voudrait dire que c'est causal. Dans la prise en charge de l'EHS. Et je me suis aperçu que ces gens étaient gentiment traités aux antidépresseurs pour rester dans leur coin et se taire. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est vraiment pris en compte. Alors aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années de consultation clinique et depuis 15 ans, je suis confronté, et ce de plus en plus, et c'est exponentiel dans ma consultation, peut-être aussi par le facteur de reconnaissance qui va avec, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le bouche à oreille fonctionne, les gens viennent vers moi. 15 années de recherche sur l'EHS, parce que mes premiers patients, je ne savais qu'en faire. Quand ils étaient atteints de ça, je faisais de l'ostéopathie crânienne, je leur donnais des complémentations micronutritionnelles, j'améliorais leur alimentation. Mais ça ne suffisait pas, je voyais que les troubles persistaient. Et tout à l'heure, je vous citerai un exemple quand même énorme qui m'est arrivé il y a quelques mois. Enfin bon. Et donc, j'ai dû m'intéresser à cet état d'électro-hypersensibilité. Et par chance, j'ai croisé le chemin de chercheurs russes, donc de l'université de Saint-Pétersbourg, qui sont des profs à Polytechnique, et avec lesquels je travaille depuis 11 ans. Et tout ça m'a permis d'aborder cette pathologie, entre guillemets, ou cet état de HS de manière beaucoup plus efficace. Alors je ne citerai là que 3 exemples qui me viennent en tête et qui sont des exemples récents. L'exemple, si vous voulez, d'un médecin homéopathe, d'une dame qui était une médecin brillantissime, qui doit avoir à peu près mon âge, et qui suivait mes enfants en homéo, une femme superbe. Bien, aujourd'hui, elle est EHS, elle a dû arrêter son métier, elle est chez elle, planquée, même l'émanation de néon au plafond la rend dans des états insoutenables. Donc vous voyez une femme qui a perdu tout, elle a tout perdu, elle ne peut plus rien faire. Deuxième exemple, une prof de fac que j'ai eue la semaine dernière, elle est maître de conférence à l'Université Descartes à Paris. Elle vient de Paris me voir parce qu'elle a appris que j'avais quelques résultats là-dessus. Et elle me dit, voilà, je vis au fin fond de l'Ariège parce que je ne peux plus exercer mon métier de prof de fac. Et elle vit planquée des ondes, etc. Elle vit un enfer, elle est prise pour une folle dans son coin, etc. Bon, j'en passe. Et troisième personne, je l'ai marqué là sur le diapo parce que je l'ai eu mercredi en consultation, c'est une orthophoniste, pareil, qui a dû arrêter son travail et qui vit un enfer, etc. Mais ça, c'est que 3 exemples sur des milliers et bientôt des millions parce que je vais vous parler de chiffres. Voilà, donc ça, vous voyez, c'était en 2002. Je faisais déjà lire ça à mes patients parce que j'étais avisé que tout ça prenait une mauvaise tournure. Il y avait ça dans ma salle d'attente. Alors moi, j'ai 2 salles d'attente. J'ai une salle d'attente avec les people, les magazines de base. Et quand j'ai des gens qui veulent un peu savoir, j'ai une salle d'attente à part au premier étage avec des revues très, très branchées. Voilà, certaines doivent connaître ça. Mais les gens qui veulent en savoir, il n'y a pas de problème, je leur donne tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a vraiment ouvert un pont d'or aux opérateurs, puisque si vous voulez, on tolère jusqu'à 61 voltmètres dans l'air, on va dire, dans l'atmosphère, mesuré par les électrosmogeurs, des appareils très très sensibles, alors que le consensus scientifique international, au niveau du Parlement européen et tout, dit qu'il ne faudrait jamais dépasser 0,6 volts par mètre. On est juste à 100 fois plus ce qui est... Oui, non, mais je vois des têtes qui font les gros yeux, mais
Je vous promets qu'on va vers une catastrophe sanitaire annoncée, parce qu'en France, on est les seuls au monde à tolérer ça. Alors hier soir, je discutais dans l'avion avec des ingénieurs dans le bâtiment qui me disent « mais comment est-ce possible? Mais personne ne peut atteindre ce seuil. » Si, vous avez par exemple depuis une dizaine d'années la ville de Salzbourg qui a multiplié les antennes d'émission et qui justement baisse le seuil, c'est-à-dire plus d'antennes mais moins de puissance. Vous comprenez le principe? C'est-à-dire que si vous mettez une antenne tous les 20 km, vous allez devoir la booster pour envoyer assez loin. Voilà. Donc il y a des gens qui ont été, en France même, il y a des villes pilotes qui commencent ces expériences à basse émission. Donc les seuils sont ceux-là, de 0,1 à 0,6, il y a 95% des gens qui supportent. De 0,6 à 2, vous avez le début des problèmes avec les premiers accidents, les premiers camions de pompiers qui passent. De 2 à 4, là, on a vraiment jusqu'à des décès, des gens qui ne supportent pas. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez sur Internet, à Google ou autre, vous tapez « scandale d'Abidjan » et vous verrez qu'il y a eu une ribambelle de morts, des jeunes, des moins jeunes, suite à la mise en place d'antennes WiMAX sur la périphérie de la ville. Voilà. Ce n'est pas des histoires d'un autre monde, c'est des histoires vraies. Et si c'est supérieur à 4 voltmètres, là, il y a vraiment un risque sanitaire avéré. Moi, je dis aux gens, fuyez s'il y a plus de 3 voltmètres. Je dis aux gens ça parce que, je vous citerai si j'ai le temps, des cas à la fin. Voilà, donc quels sont les effets sur l'homme? Les symptômes les plus fréquents, marquez-les bien et retenez-les. Je vous demande vraiment ça. Si j'ai une chose à vous faire retenir dans ce symposium, c'est celle-là. Attention, quand les causes ne sont pas expliquées par ailleurs. Moi, quand j'ai un patient qui vient avec des maux de tête, je m'occupe d'abord de son foie, de sa vésicule biliaire, et tu le sais, Guy, on a des résultats extraordinaires, mais une fois qu'on a fait un diagnostic différentiel et qu'on a dédouané un problème d'une autre nature, il faut penser au champ électromagnétique. 2, il y a une fatigabilité inexpliquée. 3, il y a souvent des phénomènes d'insomnie que moi j'ai connus sur moi, n'étant pas électro-hypersensible spécialement, mais j'ai connu ces cas d'insomnie quand on est fortement exposé. Et parfois des dépressions nerveuses. On a parfois des sensations de tête en coton, vous voyez ce que je veux dire, on ne comprend pas. Alors ça, pour ceux qui seraient sceptiques, j'ai mis dans le livre, donc, et sur Internet et partout, ce tableau qui est issu de la recherche au plus haut niveau sur le centre scientifique sur les champs électromagnétiques, le comité scientifique. Le professeur Richard Gauthier a participé à cela. On voit très bien comment, partant des champs électromagnétiques, selon qu'il y a une exposition de courte durée ou une exposition à long terme, on aboutit à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Puisque j'ai lancé le mot d'Alzheimer, enfin la pathologie, il faut savoir que le professeur Belpomme explique que c'est la phase terminale de l'électro-hypersensibilité. C'est assez surprenant, mais c'est prouvé. Les tumeurs du cerveau, et notamment les gliomes, qui sont des tumeurs cancéreuses irréversibles, et les cancers leucémie généralisés, plus leucémie chez les jeunes, plus cancer chez les personnes mûres. Du génotype à la maladie, eh bien, on sait très bien, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Anna, c'est que la génétique pèse sur notre santé. Et heureusement, l'épigénétique ouvre des voies d'espoir. Donc, on a des gènes de susceptibilité. Il faut savoir qu'il est évalué à peu près à 10 millions de cellules à risque présentes dans notre corps tous les jours. C'est-à-dire on a 10 millions de cellules qui peuvent disjoncter quotidiennement si notre homéostasie, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à revenir toujours vers la santé, ne gère pas correctement le phénomène. L'overdose de champs électromagnétiques, bien sûr, induit des effets par effet cumulatif, induit des impacts par effet cumulatif. Il ne faut pas surtout rajouter des ondes aux ondes et surtout, il faut refuser fermement cette overdose de champs électromagnétiques par tous les moyens. Donc, cette liste non exhaustive est tirée des travaux du docteur Maria Satsikova, qui est un médecin polonais qui a travaillé durant toute sa carrière de médecin au milieu des ondes, parce qu'elle travaillait dans l'armée au milieu des radars. Et donc, elle a recensé toutes les pathologies, bien sûr, principales, mais il y en a d'autres, issues de l'exposition aux radars, mais les radars, on en a partout dans la nature, on va dire, sous une autre forme. Donc il y a une augmentation de ces fameuses tumeurs du cerveau de plus de 40% après 10 ans d'exposition. Nous y sommes tous, les plus de 10 ans. Je dirais, à part les gens qui sont nés au début du siècle, qui peuvent dire « j'ai vécu sans ondes », nous on y est tous. Les leucémies plus, Alzheimer, Parkinson, diminution de l'acuité visuelle, fatigue accélérée,
spasmophilie, cancer du sein, etc. À ce sujet, avant d'attaquer ce chapitre, ce que je peux vous dire des différents colloques auxquels j'ai assisté sur le sujet, c'est que les deux populations ou zones du corps les plus affectées par justement ces problèmes-là sont les seins des femmes. Je suis désolé puisque vous êtes nombreuses, c'est vraiment une augmentation exponentielle des tumeurs mammaires chez la femme, et également du cancer du cerveau chez les tout-petits, parce que justement avec le problème de la barrière hématoméningée qui est perméable, etc. Bon, c'est un peu un scénario catastrophe, mais on va voir qu'il y a des parades. Donc ces parades, elles existent. Beaucoup, j'ai été chercher jusqu'aux États-Unis, Russie, Belgique, Suisse, et maintenant la France s'y met. Je réalise depuis maintenant 16 ans des études par caméra électrophotonique GDV. Alors je vous cite un exemple en accéléré parce que je ne veux pas trop dépasser mon temps. Je vais le dire très très vite. Un jeune comptable de 35 ans vient me voir pour un problème d'épilepsie. Il est traité depuis 12 ans par des cachets très lourds. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous pourriez pour moi? Au prime abord, première consulte, je n'ai pas détecté cet état de HS. Deuxième consulte, son père vient et me dit un mot qui me fait tilter. Je fais un examen par caméra électrophotonique. L'examen a pris 1 minute. C'est exactement le timing. J'ai compris, je me suis dit, OK, c'est un électro-hypersensible. Je refais un examen 2 minutes après en mettant ce monsieur à la terre, en l'asseyant sur un tapis de mise à la terre. Et tous les troubles captés par la caméra électrophotonique avaient disparu. Donc, prescription au patient, mise à la terre, devant l'ordinateur, sur matelas pour le lit, etc. Il n'a plus jamais eu de troubles d'épilepsie et il a bouffé pendant 12 ans des cachets. Ça a été révélé en 5 minutes grâce aux technologies russes. Donc c'est pour vous dire que parfois je me fais très grandement plaisir. Voilà. Donc le système que j'utilise aujourd'hui, qui est le système BioWell BioCore, est un système que je développe sur l'Europe, si vous voulez. Enfin, je développe rien. Je forme les praticiens et le public sur ces systèmes-là, sur toute l'Europe. Actuellement, j'ai dû former à peu près 150 personnes et vous avez des médecins de très très haut niveau qui associent ça à leur consultation pour faire des diagnostics différentiels, parce que ça ne dit pas tout, mais comme chez cet épileptique, ça a été le déclic, quoi, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un système qui est novateur. Alors, moi, aujourd'hui, je dirais un peu comme d'autres ont dit dans les exposés, c'est que je ne me bats pas pour moi, hein. Moi, peut-être que demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, je ne serai plus là pour en parler. L'important, c'est pour demain. Qu'est-ce qui va advenir de la planète demain à ce rythme-là? Donc, il faut qu'on se batte pour les générations futures, et je félicite l'initiative de nos amis Dominique et Guy de faire tout ce travail. Alors, comment se protéger? Moi, je vous dis juste une chose, surtout n'attendez pas que nos politiques réagissent, parce que, non, mais je vous dis ça parce que, vous savez, j'ai mené un combat contre des hautes sphères, je me suis battu avec Bouygues, je me suis battu avec des présidents de région, je puis vous dire, c'est pas facile. Donc, n'attendez pas que ces gens-là bougent, n'attendez pas d'être plus exposés, des moyens existent. Un petit tour d'horizon très rapide, très très rapide. La shungite est un matériau qui vient de Russie au nord-est de Saint-Pétersbourg. Personnellement, regardez, je ne vous mens pas, et ce n'est pas un trucage, j'en ai toute l'année sur moi, puisque des études scientifiques de très très haut niveau en prouvent l'efficacité. Les Russes exploitent au niveau universitaire, justement, ils ont fait des publications sur les huiles de fullerène. Ils associent de l'huile d'olive à du carbone 60 tiré à shungite. Et on s'aperçoit que sur des populations de rats, si vous prenez 2 colonies de rats, de 40 rats chacun, nourris normalement et nourris avec le carbone 60 en adjonction, vous avez un doublement de la durée de vie, puisque Guy nous parlait de vivre longtemps, doublement de la durée de vie et disparition totale des tumeurs. Donc je pense que le carbone 60 n'est pas une vue de l'esprit. Après, on a des systèmes qui arrivent de Suisse, comme les EMF, etc., des protocoles thérapeutiques que j'exploite depuis très longtemps, comme le génatome qui restaure le génome, le gène, etc., la DSTH qui veut dire désintoxine homéopathie, l'UVA aussi, l'ail des ours, pour ceux qui connaissent, qui est une très très bonne aide dans les états de HS, les huiles essentielles de lavande, etc. Le surmatelas, pour moi, est une solution de première intention quand les gens sont mal, parce qu'au moins 1/3 de leur vie durant la nuit, ils récupèrent, hein, donc c'est déjà énorme. Les biorupteurs, c'est des systèmes qu'on met dans la maison pour éviter le retour du courant dans les fils et pour ne pas avoir des rayonnements pendant la nuit. Les DECT, donc je ne vous prive pas de DECT, je vous dis simplement que faites comme je l'ai fait il y a des années, il y a des DECT éco
comme le Giga7 C530 et d'autres. Pour la Suisse, c'est les modèles Avena 248T. Mais ces modèles-là, ils sont programmés par défaut sur un fonctionnement normal. Il faut les programmer en faible émission et en écho. Mais la fonction est à l'intérieur. Voilà. Donc je ne vous prive pas, voyez, de tout ça. Amélioration de la terre à la maison, il faut faire passer un électricien, il faudrait être au-dessous de 30 ohms, OHM. Les peintures, oui, il faut savoir que les Russes, toujours eux, désolé, mais c'est encore eux qui ont mis ça au point avec la Shungite, ils badigeonnent les murs du Kremlin de Shungite parce que les hautes autorités veulent se protéger, ils connaissent très bien le sujet. Et ensuite, il y a le biocorps dont je vous ai parlé juste avant et la biomusique, pour ceux qui connaissent, qui a un impact, et ça, c'est le ministère de la protection au travail en Russie, toujours eux, qui ont fait des études. La biomusique est très intéressante. Alors, j'ai participé, si vous voulez, à mettre quelques informations sur ce site qui est géré par une personne que je connais, et j'ai mis quelques articles où vous pourrez consulter tout ça. Alors, vérifiez surtout par soi-même, et je vais terminer un peu par cette phase préventive. N'attendez pas que les problèmes se produisent, parce que ça peut aller très très vite. Je citais ce matin dans la voiture un exemple avec le collègue qui m'a amené ici. L'exemple d'une mamie qui arrive, elle se met à Biarritz face à la mer, elle est bien, elle est heureuse, elle a une belle vue, et puis tout d'un coup, tout allait bien, Bouygues fait mettre une antenne sur le toit de la copropriété. Elle commence à mal dormir, fatigue chronique, excusez-moi, insomnie, et au bout d'un moment, elle se dit, c'est bizarre, je n'avais pas cette grosseur, un petit ganglion, et puis voilà, c'était cancéreux, et maintenant, elle a dû quitter cet appartement parce qu'elle ne peut plus, donc elle essaie de le vendre en catastrophe, etc. C'est un cas banal, comme ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, donc n'oubliez pas ce consensus scientifique international, ne jamais être exposé à plus de 0,6, voilà, ça c'est très très important. Donc moi, ça fait très très longtemps que je m'intéresse à l'éco-habitat, puisqu'il y a 20 ans, j'avais réalisé les 2 premiers biohabitats des Hautes-Pyrénées. Donc, vous voyez, j'étais déjà branché, comme on va dire. La construction bois, pour moi, c'est l'avenir de la planète, au niveau de la dette carbone et de le recyclage des matériaux. Il faut aller vers une autonomie énergétique de l'habitat, avec certains matériaux plus intéressants que d'autres. Alors, faut-il attendre d'être EHS pour penser donc EHP, éco-habitat protégé? Je vous dis de suite, la réponse est non. Parce que regardez les chiffres, et ce n'est pas moi qui les invente, c'est qu'en 2050, il est prévu que plus de 40% de la population soit touchée. Et ça, c'est les chercheurs du monde entier qui convergent vers ces constatations. Donc, c'est quand même pas rien. Et bien sûr, je fais honneur aux travaux de notre amie, la sage-femme qui a parlé juste avant, c'est qu'en priorité, mais vraiment en priorité, pensez à protéger les bébés, les enfants et les femmes enceintes, mais des moyens existent puisque nous travaillons en matière de recherche avec des femmes, comme par hasard ce sont des femmes qui ont mis ça au point, une à Genève et une dans l'Ariège, des espèces de systèmes de protection pour les bébés donc pendant que la maman le porte sur elle, ou des systèmes de chapeau pour pas que le cerveau du petit enfant ou du tout petit bébé prenne trop d'ondes. Voilà. Donc, j'ai écrit un article sur ce site que vous pourrez consulter. Bien sûr, je répète que l'urgence, c'est aujourd'hui, si on ne veut pas léguer une planète pourrie à nos enfants. Actuellement, là, j'ai été demandé sur plusieurs éco-villages donc, en France pour mesurer, vérifier, etc., que tout se passait bien. Et donc, notamment, un magnifique éco-village dans les Pyrénées, au milieu des stations de ski, sur lequel on a fait quelque chose vraiment de très, très pilote. Voilà. Alors, j'ai eu le plaisir et l'honneur de coécrire ce livre avec le docteur Diozède donc de Toulouse, qui maintenant est connu, je dirais, au niveau européen, puisqu'il a des patients qui viennent de toute l'Europe, pour se libérer de toutes les misères, comme les fibromyalgies, la fatigue chronique, etc. Ça, c'est un peu la suite de son livre qui s'intitulait « Libérez-vous des matières parasites ». Et il m'a demandé de traiter toute la protection et des personnes et de l'habitat. Donc, je n'ai pas pu, en avion, vous amener une remorque de livres, mais il y en a une trentaine à la sortie. S'il y en a qui le souhaitent, à la pause et tout à l'heure, je pourrais vous les dédicacer. En somme, on a tout mis de A à Z de ce qui touche et à l'information et à la protection sur le sujet. Et il faut savoir que ce livre a été préfacé par le professeur Bellepomme et postfacé par le professeur Henri Joyeux, tellement ces deux cancérologues sont persuadés, je ne dis pas qu'on a raison, mais qu'on est près de la vérité. Voilà.
Alors, moi, je vous remercie grandement pour votre écoute, puisque bon, c'est un honneur de parler à ce symposium. Je vous laisse mes coordonnées, mais je dirais que pour le SAV Conférence, c'est ce que j'appelle ça, le SAV Conférence, si vous avez des questions, j'ai laissé ma carte à l'entrée, vous pourrez m'écrire ou vous prendre les coordonnées là. Et je suis en train de finaliser un site avec un webmaster qui s'intitule électrosensible.solution, où toute l'information scientifique rigoureuse sera affichée d'ici milieu de semaine prochaine. Merci.